Ce programme vous est présenté avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bonjour, lauréat 2019 et 2022 du Super Prix africain de l'excellence qui récompense chaque année personnalités et chercheurs qui se démarquent dans leur domaine de compétences. Il a été admis il y a quelques mois seulement au prestigieux Collège des économistes de la santé de France, une sorte de société savante qui soutient et anime la recherche en économie de la santé dans le monde. Sa démarche professionnelle essentiellement analytique interroge l'utilisation des budgets alloués à la santé. L'objectif étant de permettre au pouvoir public d'avoir des clés pour optimiser les dépenses afin de garantir à chaque individu, quel que soit son rang social, d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Pour commencer cette promenade, le Dr Albert Zé, puisqu'il s'agit de lui, a souhaité que nous le retrouvions sur l'esplanade de la Banque mondiale, évidemment à Yaoundé. Suivez-moi, vous allez aimer. Au Cameroun, on ne fait pas ça. Elle a capté qu'on se vite dans la zone des Losa. La légende Manu Dibango, à la surprise générale, a posé sa patte sur ce titre. Et Wondo Ubami, extrait du triple album de la coqueluche camerouno-française Taïki. Je l'ai emmené 4 fois manger au Wenge. C'est là que j'ai capté que tout était flingué. Moi je m'étais mis BG, même parler de son poulet DG. J'ai posé des tonnes de bouteilles. Édité en 2019, l'on retient surtout de cette chanson le solo de sax absolument enchanteur de Papy Groove qui nous a quittés il y a exactement 4 années. Laisse-moi tout payer, elle m'a paumé. C'est à la nouvelle route Bastos, dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé, que se trouve le bureau sous-régional de la Banque mondiale. Outre le Cameroun, il couvre l'Angola, le Gabon et la Guinée équatoriale. Bonjour Dr Albert Zé. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Bien, bien. Un peu comme votre dynamisme sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À quoi ça tient? Pourquoi vous êtes aussi offensif sur le digital? Je pense que c'est l'excès d'amour que j'ai pour ce pays. C'est ça qui me pousse justement à avoir ce dynamisme-là parce que on souhaiterait, en fait, nous jeunes, on souhaiterait voir ce pays véritablement debout, tel que cela doit être dans ce monde. Sachant que nous avons des potentialités, nous avons beaucoup de choses à offrir, non seulement aux Camerounais, mais également au monde entier. Voir que nous soyons toujours à ce niveau où le pays est à genoux, il faut le dire, presque couché déjà, ça suscite justement beaucoup d'intérêt et beaucoup de dynamisme, comme ce que vous pouvez constater. Qu'est-ce que vous faisiez ici à la Banque mondiale? Ici c'est l'expérience
Je pourrais dire l'expérience qui m'a ouvert un peu les portes au niveau de l'international, parce que avoir un contrat avec la Banque mondiale pour analyser justement le financement public alloué à la santé au Cameroun, c'était une très bonne expérience pour moi qui m'a permis justement de comprendre un certain nombre de choses dans le cadre de l'évolution de la gestion des financements alloués à la santé au Cameroun. Donc le travail que nous avons justement fait dans ce cadre-là était celui de comprendre un peu pourquoi est-ce que malgré les budgets, malgré les efforts que l'État fait dans le cadre de la santé au Cameroun, les choses n'avancent pas et nous avons toujours en fait le bas de l'échelle de la pyramide sanitaire qui en fait est essoufflée et ne reçoit pas en fait les ressources financières telles que cela est prévu. Et vous avez compris alors? Oui, justement, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris justement, c'est qu'on a 90% des financements alloués à la santé qui sont dilapidés. Par qui, par quoi? Par le circuit de gestion. Quand je parle de circuit de gestion, c'est justement tout cet appareil qui doit gérer les financements. Et il faut qu'on définisse les fonctions premières des administrations. Les administrations doivent faire quoi exactement? Une administration comme celle de la santé, elle est là pour offrir la santé aux populations. Et quand vous vous retrouvez donc avec les financements alloués à la santé qui servent d'autres intérêts, je prends un exemple très simple qui avait justement fait débat à un moment, c'est que vous voyez, vous avez dans les justificatifs des dépenses, on vous dit nous avons rédigé un rapport à 8 millions de francs CFA. Rédiger un rapport à 8 millions. Est-ce que ce rapport-là a la possibilité de sauver la vie d'un jeune bébé qui vient de naître et qui manque de couveuse? Vous comprenez qu'il y a justement un problème d'orientation des dépenses en fait, donc de rationalisation des dépenses au niveau de la santé au Cameroun. Et c'était donc justement ça le travail que nous avons fait pour détecter justement les zones, les goulots d'étranglement qui existent dans le circuit de gestion des financements publics à la santé. Un projet comme celui-là, une fois que vous avez achevé, vous le remettez à la Banque mondiale qui en fait quoi? Oui, c'est une commande de la Banque mondiale et il faut dire aussi que c'était dans la mouvance justement de la grande mouvance de la couverture santé universelle, de la mise en place de la couverture santé universelle. Parce que vous savez que si nous devons faire la couverture santé universelle qui demande beaucoup de ressources, il nous faut avoir un circuit de gestion des financements qui est assaini. Sinon, on se retrouve avec des financements qui sont alloués pour telle ou telle tâche et qui, au final, ne servent pas les intérêts dont on s'est fixé. Ce que vous avez découvert dans le cadre de ce projet vous a révolté un tout petit peu? Oui, beaucoup. Beaucoup. J'étais beaucoup révolté de savoir que on peut manquer de couveuses et que l'argent est utilisé pour d'autres choses. Et puis également, autre chose que j'avais découvert parallèlement, c'est que vous avez des centres de santé qui ont des subventions annuelles de 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA? 10 000 francs CFA. Pendant qu'il y a des gens qui ont 2, 3, 4 voitures de service, de luxe. Et parfois, chaque voiture a sa dotation en bon de carburant. Exactement, vous comprenez bien. Donc du coup, ça révolte. Ça révolte effectivement parce que lorsque vous êtes sur le terrain, vous voyez des enfants qui perdent leur vie parce qu'il n'y a pas le matériel de base. Vous vous imaginez aujourd'hui, vous arrivez dans un hôpital et vous devez d'entrée de jeu payer un carnet qui est déjà à 500 francs. Et sachant que nous avons 40% environ de la population qui vit à moins de 500 francs la journée. Donc vous avez donc le carnet d'hôpital qui est déjà à 500 francs. Vous avez les gants que vous devez payer. Vous avez le thermomètre. Avant même qu'on ne parle donc du billet de session, vous devez déjà avoir tout ce package-là. Et quand on sait qu'on a effectivement de l'argent qui est dilapidé, vous voyez, c'est un chiffre qui est assez important, 90% du budget alloué à la santé. Dans ce projet de la Banque mondiale par rapport à les dépenses allouées à la santé, quelles recommandations avez-vous faites à la Banque mondiale? Nous avons fait des recommandations selon ce que nous avons constaté, c'est-à-dire qu'il faudrait redéfinir les fonctions premières, comme je disais, des administrations. C'est-à-dire que
une administration comme celle de la santé, qu'est-ce qu'elle doit faire normalement, avant qu'on ne vienne regarder autre chose. Maintenant, quand on l'a fait, il faut redéfinir les tâches, les activités. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que nous sommes dans le cadre de la santé et on ne devrait pas retrouver le ministère de la Santé qui dépense dans d'autres choses. Comme par exemple, je reviens dessus, sur les voitures de luxe. Nous savons tous, il y a même encore une actualité qui est brûlante. On a acheté des voitures de luxe, soi-disant c'est pour les banques de sang. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème de dépenses en fait. Donc, il faut recadrer en fait les objectifs et recadrer les priorités. Et c'est ça qui est très important. Tant qu'on ne va pas le faire, on aura toujours ces fuites-là. Vous êtes très copain avec le ministre de la Santé. Vous ne lui avez pas envoyé une copie de ce rapport? Il n'était pas là à cette époque-là. C'était l'ancien qui était là. Mais vous avez envoyé Oui, il a reçu la copie. Il a reçu la copie. Et puis, c'est pas nous qui envoyons la copie, c'est bel et bien la banque qui le fait. Tout à fait. Donc, il a reçu la copie, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Vous n'êtes pas parfois là de découvrir des choses, de faire des recommandations et de voir que rien n'avance? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai une philosophie. Laquelle? C'est que l'eau creuse la pierre. C'est-à-dire qu'en fait, une goutte d'eau qui tombe sur la pierre, sur la même surface, exactement au même endroit, finit par creuser la pierre. Donc, je me dis, quelle que soit la dureté de ceux qui nous dirigent, continuer à faire ce travail, un jour, on finira par casser cette dureté. Où est-ce que nous mène cette promenade? Mais je pense que maintenant, on va à la Chambre des comptes. D'accord, allons-y. La Chambre des comptes est un organe de la Cour suprême. Elle est chargée de contrôler la régularité et l'efficacité de l'utilisation de l'argent public par l'État, les entreprises publiques et les organismes de santé et de sécurité sociale. Elle est située à Hippodrome, au cœur de la capitale. Qu'est-ce que vous faisiez ici, Albert Zé? Alors ici, j'avais été invité par les magistrats de la Chambre des comptes, de la Cour suprême, dans le cadre de l'audit des fonds Covid, des fonds alloués à la pandémie. Donc il fallait qu'on voit plus clair sur ce qui s'est passé justement dans la gestion de ces fonds-là. Qu'est-ce que vous avez vu? Beaucoup de choses. Il y a déjà d'abord eu un premier problème qui était celui de l'approche technique. L'approche technique, la méthodologie de manière technique qui devait être la riposte à la crise. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a d'abord une riposte technique avant une riposte financière. Donc il y a eu des manquements, beaucoup de manquements dans la riposte technique, dont le plan de riposte était quasiment, je ne serais pas dur, mais je dirais quasiment nul. C'est curieux, docteur Albezé, vous dites que le plan de riposte était quasiment nul, alors qu'on a vu circuler ci et là des documents selon lesquels l'OMS avait félicité le Cameroun pour la qualité de sa riposte. Elle est où la vérité finalement? C'était super faux. Ah oui? Oui, c'était super faux. L'OMS n'a pas félicité le Cameroun. Je vais un peu vous expliquer. Je suis aujourd'hui, depuis 14 ans, je suis responsable d'une structure que j'ai créée. Oui. Alors, si par exemple, un des membres avec qui je travaille félicite une action, ça ne veut pas dire que c'est la structure qui a félicité l'action. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les gens sont accrochés sur un point de vue individuel d'un individu qui travaille quelque part et indexer ça pour félicitation d'une institution. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu un communiqué officiel venant de l'OMS qui dit « Nous félicitons la riposte du Cameroun ». D'accord, mais revenons, si vous voulez bien, à la gestion proprement dite des fonds Covid. Voilà. Alors, dans le cadre de la gestion des fonds Covid,
il s'est posé beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'était justement celui des manquements liés à la riposte technique qui ont engagé donc, cette mauvaise gestion. Parce que tout simplement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un problème comme celui de Covid, on définit justement donc, les stratégies qui peuvent résoudre le problème. Ensuite, on définit les activités et après cela, on passe à la budgétisation. Mais le problème qui s'est posé justement au Cameroun, c'est que dès que le problème il est arrivé, on n'a pas véritablement apporté une réflexion technique. On a couru pour chercher de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, quand on a déjà l'argent, on se retrouve donc en train de se poser la question, on va faire quoi avec les sous? Et qu'est-ce qu'on a fait avec les sous? Ce qu'on a justement donc fait avec les sous, c'est que il y a eu plusieurs fautes de gestion. Quand je parle de fautes de gestion, c'est justement qu'il y a eu des manquements dans le processus de gestion. Et puis, autre chose, il y a eu des détournements. Ça, on ne peut pas nier. Et puis, autre chose, il y a eu des surfacturations. Vous voyez, par exemple, il y avait des produits qui étaient surfacturés pratiquement x3. C'est-à-dire que vous avez au départ quelque chose qui est budgétisé à 7 milliards. Oui. Et à la fin, vous vous retrouvez avec une facture de 21 milliards. C'est dans le rapport. Donc, on a découvert des choses pareilles qui, normalement, devraient susciter, en fait, des interrogations et même des sanctions. Parce que là, il s'agit effectivement de l'argent public. Ce rapport, il a fini où? Sur la table des magistrats qui vous ont convoqué? Ou dans une poubelle quelque part à la présidence de la République? J'ai été convoqué, j'ai été invité, j'ai fait le travail que j'avais à faire. On a remis le rapport à qui de droit, c'est-à-dire celui qui a commandité l'audit. C'était? Le président de la République. Vous pensez qu'il a lu? Je ne sais pas, vous savez, je n'ai jamais mis pied à étudier, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc nous savons juste que c'est lui qui a demandé, qui a commandé l'audit. Et nous avons fait, et c'est comme dans un restaurant, si quelqu'un passe sa commande, vous cuisinez et vous déposez sur sa table et vous attendez. Dites-moi, Dr Albezé, quand vous produisez un rapport comme celui-là, dans lequel vous recensez tous les manquements qu'il y a eu dans la gestion des fonds Covid, et que quelques mois, une année plus tard, vous vous rendez compte que la task force qui gérait tous les fonds Covid a été décorée de diverses médailles. Vous vous dites quoi? Que le Cameroun marche sur la tête? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai pris cela comme du mépris. J'ai pris cela comme une provocation, une insulte à toutes les intelligences qui ont été réunies justement dans le cadre de... Pour commettre ce rapport? Oui, ce travail-là. Oui. Et je pense même que l'insulte va plus loin parce que ce qui a été fait à travers cette décoration, moi je le dis, c'est on ne saurait dire qu'on respecte son chef qui a commandé un audit, qui vous accable et vous décorez en son nom. Ça veut dire que soit vous méprisez votre chef, soit c'est qu'il est de connivence avec vous. Comprenez un peu. Et c'est toute cette idée-là qui me fait comprendre qu'en fait, le problème il est beaucoup plus profond que ça. Et nous sommes dans une situation où, effectivement, le Camerounais n'est véritablement pas chez lui au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se revendiquent plus camerounais que les Camerounais. Oui. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que cet argent aurait pu faire. Moi, je suis allé plus loin. Je suis allé plus loin en proposant ce qui pouvait être fait avec l'argent de Covid dans le cadre de notre système de santé. Qu'est-ce que vous avez proposé? On aurait pu relever ce système de santé. Comment? Il manque de couveuses dans nos hôpitaux. Mais nous sommes dans un pays où ça ne se cache pas, beaucoup de gens le savent. Il y a ceux qui ont été dans la gestion des fonds Covid, ont des immeubles à Yaoundé, tout le monde le sait. Mais vous comprenez que effectivement, il y a certains qui sont plus camerounais que les Camerounais. Et du coup, ça choque énormément. Ça choque énormément, mais je vais vous dire une chose, je n'ai pas été surpris en fait de voir ce sketch-là. Où est-ce qu'elle nous conduit maintenant, cette promenade, Dr Albezé? Je crois que là, on va au Capitole juste à côté, à l'immeuble CNE. Ok, allons-y.
L'ancien immeuble CNR abrite le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales. Il s'agit d'un groupe de réflexion soutenu par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et l'État du Cameroun. Que faisiez-vous donc ici? Alors ici, c'est mon lieu de service permanent. Donc en dehors de tout ce que je peux faire, c'est également mon lieu de service. Et ici, si vous me cherchez, c'est ici que vous allez me trouver le plus souvent. Et en fait, ici, au 4e, je suis expert au Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales, qui est, comme les anglo-saxons l'appellent, un think tank institutionnel, c'est-à-dire un laboratoire d'idées qui est sous tutelle donc, du gouvernement camerounais, donc du ministère de l'économie et de la planification. Donc le travail que nous faisons ici, c'est justement, nous avons une mission de veille stratégique, c'est-à-dire que le conseil et d'élaboration donc, des politiques publiques. Qu'est-ce que le gouvernement vous demande, par exemple? Nous travaillons de deux manières. La première, c'est que nous pouvons avoir justement des commandes du gouvernement. C'est-à-dire que certains membres du gouvernement qui estiment qu'ils ont un problème qu'ils veulent, par exemple, résoudre. Et ils ont besoin d'idées là-dessus. Parce que nous élaborons des études jusqu'aux recommandations de politique économique. Donc du coup, on peut donc apporter notre expertise, notre réflexion et soumettre donc à celui qui a justement demandé à ce que l'idée soit menée. Les dernières commandes du gouvernement portaient sur la question des recettes non fiscales. Nous avons travaillé avec le ministère des Finances, étroitement avec le ministère des Finances, parce qu'il était question de voir comment est-ce qu'on peut sécuriser les recettes non fiscales au Cameroun. Donc on a plusieurs autres commandes comme celle-là. Nous avons également travaillé il y a cela quelques années sur le plan stratégique de la SIC. Comment est-ce que la SIC devait se réorganiser pour un meilleur rendement. La SIC qui est... Ça c'était en quelle année? Ça c'était en, je pense, 2016, je crois. Mais depuis 2016, il n'y a rien eu, les bâtiments sont toujours crasseux. C'est pour vous dire que nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail qui est celui de mener des études et de proposer des idées. Alors je repose la question que je vous ai posée il y a quelques minutes. Quand vous faites ces travaux-là, quand vous faites ces recommandations-là, et vous vous rendez compte qu'au final rien ne change, vous n'en avez pas marre? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure. La goutte d'eau, le caillou, c'est ça? Le caillou. Et donc on se dit forcément ça va marcher. Et puis il y a autre chose que je voudrais relever aussi par rapport à cette question. C'est que il faut le dire clairement que aujourd'hui le travail que nous faisons est beaucoup plus bénéfique pour les générations futures. Ils en auront besoin. Ils vont trouver des tonnes d'études et de recommandations que nous sommes en train de faire. Et forcément, ça va les aider dans la construction du pays, parce qu'il faut le dire également que nous autres, nous avons été justement privés déjà d'apporter quelque chose, ou alors de gérer le pays de manière pratique. Nous disons aujourd'hui, nous travaillons pour ceux qui viennent après nous, et nous n'allons pas nous lasser, parce qu'il faut qu'on laisse un héritage justement. Concrètement, comment vous voyez le futur de ce centre? Je pense que si les choses vont bien, déjà nous avons l'avantage que nous sommes vraiment appréciés. Et c'est au-delà justement donc, des frontières camerounaises, parce que nous avons un volet qui est très important, celui de l'encadrement des jeunes. Et nous recevons des stagiaires qui viennent de la Suisse, de Paris et partout. Il y a des institutions internationales qui aujourd'hui nous sollicitent pour certains travaux. Nous avons beaucoup de travaux aujourd'hui avec la francophonie, l'Institut de développement de la francophonie, l'IFDD. Donc nous avons beaucoup de travaux avec eux, et puis il y a plein d'autres choses. Nous avons fait certaines missions
au Burundi. Nous avons envoyé des experts aller faire des travaux. Donc, avec tout cela, je crois qu'aujourd'hui, nous avons déjà fait beaucoup de choses et ce que nous essayons de continuer à faire, c'est de travailler pour que le centre reste véritablement ce laboratoire d'idées qui est utile au Cameroun. Vous travaillez avec le gouvernement, en tout cas sur pas mal de projets. Cependant, vous tenez à garder votre liberté de penser. J'en veux pour preuve vos sorties au vitriol parfois contre le gouvernement. Comment vous faites ça? Le juste équilibre, il est où? Comment vous le trouvez? Je pense qu'en tant que chercheur, je me dois de dire ce que je pense. Il faut que les gens cessent de croire qu'on dit la vérité pour nuire. On dit la vérité, puisque quand nous disons telle chose ne fonctionne pas, c'est parce que nous avons une solution et qu'on propose. Donc, on ne saurait détester les gens ou alors être contre les gens et leur faire des propositions pour qu'eux, ils s'améliorent parce que nous ne voulons pas leur place. Ça, c'est la logique. Nous voulons qu'eux, ils brillent à travers ce que nous leur proposons et pour le bien-être de tous. Tant que l'amour du Cameroun continuera à brûler dans mon cœur, je dirai ce que je pense et je ferai toujours ce qui est mieux pour mon pays. Donc, ce n'est pas le fait de travailler dans un centre qui est sous tutelle du gouvernement qui fait de moi justement quelqu'un qui doit chanter des louanges même quand ce n'est pas bon. Je pense que cette attitude, il faudrait qu'on la donne aux plus jeunes et qu'ils comprennent que ce qui normalement doit compter pour nous, c'est le vert rouge avec une étoile toujours nommée. Qui est au-dessus de tout le monde. Exactement. La suite de cette promenade se déroule où, Dr Albert Zé? Je crois que là, on va au centre Pasteur, il y a de bonnes choses là. C'est vrai? Ouais. Allons-y. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique. Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Il n'a pas de revenus, il n'a pas de pension, il n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, vous ne serez jamais seul. Le Centre Pasteur du Cameroun est membre du réseau international des Instituts Pasteur, dont il partage les principales missions, à savoir la lutte contre les infectieuses et la promotion de la santé. Sa direction générale est à Messa, dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce que vous faisiez ici, au Centre Pasteur, Albert Zé? Alors ici, j'avais intégré l'équipe du projet international Palvalu. Palvalu, c'était ce projet-là qui était implémenté dans 6 pays africains et qui visait justement à faire une évaluation concrète de la lutte contre le paludisme dans ces 6 pays. Au Cameroun, ça donne quoi? Madagascar, Burundi et d'autres pays. Donc, l'objectif était de voir comment est-ce que la lutte contre le paludisme se déploie dans ces 6 pays et voir effectivement si ce que nous avons déjà engagé comme stratégie, si cette stratégie-là porte des fruits tels que cela avait été
avait été proposé dès le départ. Et pour vous dire autre chose sur le projet, c'était un projet financé et initié par le Fonds mondial qui finance justement la lutte contre le paludisme, tuberculose et VIH. Donc, ils voulaient voir effectivement qu'est-ce que les fonds qu'ils envoient justement dans les pays deviennent lorsque ça arrive, et pas seulement leurs fonds, mais ils voulaient également voir pour les autres partenaires et aussi les fonds de contrepartie de l'État, si c'est bien géré. Conclusion. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de manquements dans la lutte contre le paludisme, et c'est pour cela que ceux qui ont l'habitude de me lire savent que je suis un peu très violent dessus, parce que je dis généralement dans nos pays africains, la lutte contre le paludisme n'a pas encore commencé. Pourquoi vous dites ça? Je le dis sur la base des résultats que nous avons eus. Avant même ce projet, j'avais écrit un ouvrage sur la lutte contre le paludisme en Afrique. Et déjà dans cet ouvrage, qui est sorti en février 2013, j'alertais des gens en disant les programmes nationaux de lutte contre le paludisme tels que c'est conçu ne vont pas aboutir à un résultat probant. Parce que justement, les stratégies qui sont priorisées ne sont pas des stratégies qui nous permettent d'avoir le résultat que nous attendons. Et du coup, en intégrant encore le projet Palvalu ici au Centre Pasteur, je me suis rendu compte qu'on aboutit encore à une même conclusion. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aujourd'hui repenser la lutte contre le paludisme. De quelle manière? De telle manière à ce que nous puissions mettre en place des stratégies efficaces, coût efficaces. J'explique. Aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que la principale stratégie mise en place dans nos pays, c'est la moustiquaire imprégnée, qui a beaucoup de manquements, qui a beaucoup de limites. Je vais souvent plus loin en disant même que la moustiquaire ne nous sert à rien. Pourquoi la moustiquaire ne sert à rien? Arrêtons-nous 2 secondes là. Je vous explique. Déjà, premièrement, c'est une stratégie limitée parce qu'elle ne peut vous protéger que lorsque vous êtes sur le lit. Si vous êtes hors du lit, vous n'êtes pas protégé et vous n'allez pas passer toute votre vie au lit. Donc, l'idée centrale qui a toujours été animée justement par Rollback Malaria depuis 2001, c'est qu'il faut affronter le vecteur du paludisme et non se protéger entre guillemets. Donc du coup, vous voyez que lorsque vous êtes hors du lit, vous n'êtes pas protégé. Et on va plus loin, il y a une équipe de chercheurs qui a découvert justement très récemment que l'anophèle femelle, telle qu'on nous expliquait qu'elle ne pique qu'entre 22h et 5h du matin, ce n'est plus le cas. En fait, que même en journée, vous pouvez vous faire piquer par l'anophèle femelle. Alors, la question, elle est simple. Est-ce qu'il faut marcher dehors avec notre moustiquaire? On se dit, oui, effectivement, pour les moins de 5 ans qui ont beaucoup plus de temps de sommeil, ça peut aider. Mais le véritable problème, c'est que nous devons plutôt affronter le vecteur qui transmet la maladie, au lieu de croire que nous pouvons vivre dans la poubelle et que nous allons nous protéger. Alors, je vous comprends très bien, Dr Albezé, sauf que, de mon point de vue, est-ce que ce n'est pas extrême de dire que la moustiquaire ne sert à rien dans la lutte contre le paludisme? Il faut peut-être plutôt dire que ce n'est pas la panacée. En fait, quand je dis ça ne sert à rien, c'est pour choquer. Comprenez un peu. D'accord. C'est pour choquer, c'est pour que, en fait, qu'on ait le véritable débat sur la restructuration des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. En fait, la moustiquaire, elle a une efficacité, mais qui est suffisamment faible, parce que je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 40 millions de moustiquaires qu'on a déjà distribués au Cameroun. Ça veut dire que chaque individu, même ceux qui vont naître, ont déjà une moustiquaire. Mais quand vous regardez les statistiques, vous voyez que nous restons pratiquement en moyenne à 4000 morts depuis des années qu'on distribue des moustiquaires. Alors, moi, en tant qu'économiste de la santé, je sais que lorsque on a introduit une stratégie, on s'attend à ce que la courbe baisse. Mais si la courbe ne baisse pas, ça veut dire qu'il y a problème. C'est de manière logique, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Donc, aujourd'hui, il est question de repenser. Et je dis souvent une chose. Vous savez bien que le Cap-Vert est sorti du paludisme.
Allons-y voir pourquoi ils sont sortis du paludisme. Est-ce que c'était la moustiquaire? Non, pas du tout. Vous savez qu'il y avait le paludisme en Europe. Ils sont sortis du paludisme. Comment ils ont fait? Mais malheureusement, on se retrouve encore, c'est-à-dire des années après, à organiser une conférence à Yaoundé avec 12 ministres de la Santé de 12 pays pour dire comme recommandation principale que nous cherchons la volonté politique pour lutter contre le paludisme, alors qu'en 2013, nous le disions déjà. Oui. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas commencé, parce que s'il n'y a pas de volonté, on n'a pas commencé. En conclusion, ce que je dis depuis, que nous n'avons pas commencé la lutte contre le paludisme, c'est juste. Concrètement et de manière claire, pour une lutte efficiente contre le paludisme, il faut commencer par quoi? Mais vous savez, c'est l'assainissement, changement de comportement. Je prends souvent un exemple très simple. Tout le monde connaît le Yaoundé Bastos qui est huppé. La quantité de moustiques qu'il y a à Bastos, ce n'est pas la même quantité de moustiques qu'il y a dans mon quartier. Parce que Bastos, plus ou moins, est assaini. Et c'est la moindre des choses. Et quand vous lisez l'histoire du paludisme à travers le monde, dans tous les pays qui sont sortis du paludisme, vous voyez bien évidemment que ce n'est que par là que tout le monde est passé. Mais aujourd'hui, nous continuons à donner suffisamment d'argent pour la moustiquaire, il faut le dire. Ce que nous avons constaté, c'est que 90% de l'argent qui doit être destiné à la lutte contre le paludisme va à la moustiquaire imprégnée. Si j'ai bien compris votre propos, Dr Albert Zé, on peut conclure qu'une lutte efficiente contre le paludisme doit être transversale. Oui, tout à fait. Que l'une des stratégies les plus intéressantes, en fait, l'une des méthodologies les plus intéressantes dans la stratégie d'assainissement, c'est qu'il faut impliquer la population. La population doit être impliquée. Parce qu'en fait, continuer à distribuer des moustiquaires, c'est un peu comme si on dit aux populations vraiment de rester ne changez rien. Ne changez rien, on viendra vous donner des moustiquaires. Et je vais vous dire autre chose. On a constaté que pratiquement tous les moustiquaires qu'on envoie au sud Cameroun se retrouvent au Gabon, en Guinée équatoriale. En vente, quand on sait que c'est l'argent des Camerounais qui met en place tous ces dispositifs. Et puis maintenant, on se retrouve donc avec tous ces moustiquaires qui se retrouvent en vente de l'autre côté. Et ça ne sert véritablement pas aux Camerounais. Je crois qu'aujourd'hui, il est question de revoir en fait la copie de notre plan de lutte contre le paludisme si effectivement nous voulons avoir des résultats. Et c'est très important. J'ai tellement parlé dessus, j'ai tellement fait des écrits dessus qu'à une certaine époque, j'étais encore étudiant, on m'appelait l'étudiant qui lutte contre le paludisme parce que j'estimais que au vu du poids que le paludisme a sur les ménages, on devrait faire quelque chose d'assez concret pour soulager ces ménages-là. Quand je parle du poids, ça relève également du travail que nous avons fait ici au Centre Pasteur, c'est-à-dire que nous avons estimé à combien, en moyenne, on soigne un paludisme grave au Cameroun. Et on s'est retrouvé avec une moyenne de 300 000 francs pour soigner un paludisme grave. Alors, comment c'est partagé? Le patient dépense en moyenne 50 000 et le dispositif que le système de santé met en place pour prendre en charge ce patient est de 250 000. Donc vous voyez bien évidemment que c'est le système qui dépense davantage pour prendre en charge les cas. Alors, ce système-là doit donc trouver une solution pour que ce poids-là... Pour dépenser moins. Pour dépenser moins. Et quand vous voyez par exemple une dépense d'en moyenne 50 000 francs CFA pour un ménage, pour un seul cas de paludisme grave. C'est énorme. C'est énorme quand on sait que le SMIC n'atteint même pas 50 000. Ouais. Et quand on sait que nous avons pratiquement en moyenne 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous comprenez qu'il y a un réel problème. Alors, il faut aller vers une lutte effective et pratique contre le paludisme. Vous écrivez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous venez de le dire vous-même. Que pensent vos collègues de votre vitalité sur divers sujets? Ils pensent justement que je mène une lutte qui est juste et que j'ai beaucoup de courage parce que quand on sait que dans l'environnement où nous sommes, c'est assez difficile de se prononcer de cette manière-là sur des questions aussi sensibles. Tout le monde estime que j'ai assez de courage et que d'autres estiment même que je suis suicidaire. Je peux vous montrer quelque chose? Oui.
Docteur Albert Zé, c'est quelqu'un de très rigoureux, parfois un peu têtu. Quand il est persuadé de ce que son idée est la bonne, il ne lâchera pas. Humainement, c'est quelqu'un de social, facile à vivre. Bon, oui, comme j'ai dit, un peu têtu, mais avec qui on s'adapte aussi facilement. C'est un ambianceur, il ne fait pas que la science, il sait aussi s'amuser quand il faut s'amuser. Ce qui m'a également marqué chez le docteur Albert Zé, c'est cet amour pour son pays. Beaucoup veulent partir, beaucoup veulent la vie facile. Première partie, réaction? Le grand frère Emmanuel, c'est mon boss, comme j'aime souvent l'appeler, parce que c'est lui qui était mon boss au centre Pasteur ici, c'est-à-dire que c'est lui qui coordonnait tout le projet, toutes les activités. C'est vrai qu'il y avait le professeur Mboumbo qui était au-dessus, mais lui, il était vraiment sur le terrain avec nous, sur la phase pratique. J'ai beaucoup appris de lui. Honnêtement, j'ai beaucoup appris de lui. C'est, comme je les appelle souvent, ce sont des super chercheurs que j'ai connus. Oui. Parce qu'ils ont ce sens du professionnalisme, parce que j'ai aussi appris ce professionnalisme auprès d'eux, avec toute la conception qu'ils avaient mis pour que le projet puisse aboutir et qu'il puisse fonctionner de manière efficace. Nous n'avons pas eu de problème dans ce projet. C'était vraiment assez exceptionnel de savoir que vous êtes dans un projet aussi complexe et que des gens ont réussi à mettre en place des stratégies qui vous permettent de travailler de manière saine. Donc pour moi, c'est un grand frère, c'est mon boss, c'est quelqu'un que je contacte tout le temps quand j'ai besoin de telle ou telle chose. Et je crois qu'actuellement, nous sommes même sur un projet qui est celui de l'évaluation de l'efficacité de la moustiquaire. Je vous demande la suite? Oui. Malgré les frustrations qu'il a rencontrées dès son jeune âge, après, avec la fameuse histoire du recrutement qui n'a pas marché parce qu'on a estimé qu'il était trop jeune. Donc, c'est un petit frère qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va aller. Petit frère, tu es un économiste de la santé, tu te bats pas mal pour que le système de santé soit amélioré. Mais n'oublie pas aussi que les hommes des médias aiment des gens, des chouchous. Lorsque tu es la star, ils vont te prendre pour tout, pour rien. N'embrasse pas tout. Laisse les spécialistes de certaines choses parler de ces choses. Ça te grandira encore plus et ça te rendra plus fort dans ton domaine. Donc sinon, bon vent pour ta carrière et surtout ta carrière d'enseignant et celle de chercheur. Ah, c'est super. J'aime bien son conseil parce qu'en fait, et c'est pour cela que je suis très limite. Lorsque je suis invité à une émission, si je me rends compte que le sujet n'entre pas dans ce que je fais, je préfère décliner l'invitation. Lorsque je suis appelé par un journaliste qui a besoin, par exemple, des informations sur quelque chose que je ne maîtrise pas, parce que je le dis, généralement, je ne suis pas médecin, je suis économiste de la santé. Donc, il y a des choses justement que je ne peux pas. Des sujets sur lesquels je ne peux pas me prononcer. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que je devienne un peu celui-là qui parle de tout. Je voudrais bien me focaliser sur mon domaine et être davantage expert dans mon domaine parce que justement, c'est ce que j'ai choisi de faire. En parlant de crédibilité, au début de votre carrière, d'enseignant par exemple, on vous a fait un procès en crédibilité parce que vous étiez trop jeune. Ah oui. Justement, c'est l'une des situations qui a failli me détruire en fait. Racontez-nous. J'ai 24 ans et j'avais déjà commencé à enseigner à l'école des infirmiers, qui n'est pas loin d'ici. J'avais déjà fait 1 an d'enseignement là-bas et à ce moment, le président de la République avait demandé qu'on recrute 1000 enseignants d'université. Et c'est comme ça que je me rappelle que j'avais vraiment hésité parce que tel qu'on connaît un peu notre pays avec des choses qui se passent anormalement, j'avais hésité et c'est mon père qui me dit écoute, il faut déposer ton dossier. Et je me rappelle même, c'est lui qui avait fait le dossier. Il m'a demandé d'aller déposer. Et c'est comme ça que je suis allé déposer. Et
un soir, après le journal de la CATV radio, on a commencé à lire les noms de ceux qui avaient été retenus, des 1000 enseignants retenus. Et c'est à l'intérieur que justement, comme mon frère aîné également avait déposé dans le même recrutement, nos 2 noms sont sortis. Et me voilà donc recruté. Il fallait finaliser les dossiers d'intégration en fait. Il y avait un dossier à faire qu'il fallait déposer au MINSUP. Alors le jour où je vais maintenant pour déposer mon dossier, il y avait une espèce d'interview qu'il fallait faire parce qu'en fait c'est ça le principe au recrutement des universités. Et je passe à l'interview. J'arrive à l'interview, il y avait 3 enseignants. Celui qui me reçoit était un professeur que beaucoup connaissent, qui est décédé l'année passée, le professeur Priso, je peux dire son nom. Oui. Alors c'est lui qui me reçoit et il me dit, jeune homme, asseyez-vous. Et je m'assois. Il regarde il me dit, remettez-moi votre dossier, je lui donne mon dossier, il feuillette mon dossier, il secoue la tête et il fait le même geste 3 fois. Après, il me regarde. Je me dis, bon, est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai quelque chose sur moi? Et puis, il me dit, et comme ça, vous voulez être enseignant d'université? Je lui dis, oui, professeur, sinon je ne serais pas venu. Et il me dit, quand vous allez faire cours à l'université, vous allez souvent arrêter votre cours pour prendre votre biberon et venir continuer le cours. Non. Je lui dis, je ne comprends pas. Il dit, je dis, est-ce que vous allez souvent arrêter le cours quand les étudiants vont commencer à chauffer pour prendre votre biberon et venir continuer le cours? Je lui dis, mais professeur, je ne comprends pas, puisque je ne prends plus de biberon. Et il me dit, vous êtes trop jeune pour être enseignant d'université. Je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Il me dit, mais vous avez 24 ans. Je dis, oui. Il dit, je vous dis, vous êtes trop jeune pour être enseignant d'université. Et comme ça, il y avait un autre enseignant qui a été mon enseignant de politique économique et qui, je suppose qu'il me connaît très bien puisqu'il m'a appelé par mon nom ce jour. Et il me pose la question de savoir, mais vous faites quoi ici? Je lui dis, mais j'ai été recruté et je viens faire la procédure normale. Il dit, non, il faut rentrer au quartier, vous êtes trop jeune. Et la dame qui était justement là, la 3e personne, elle a dit, mais écoutez, monsieur, vous n'allez pas faire comprendre à cet enfant que c'est lui qui a mal fait d'aller à l'école de manière normale. C'était qui cet enseignant de politique économique? Le docteur Common. Ok. Je pense que j'ai été profondément touché. J'ai senti l'injustice qui véritablement m'a touché au plus profond de vous. Et je me suis dit, véritablement, si aujourd'hui ça m'arrive, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres jeunes à qui ça arrive. Oui. Et on n'a pas mérité ça. On n'a pas mérité ça. Vous imaginez les conditions dans lesquelles on se bat à aller à l'école. Nous avons fait l'université de Yaoundé 2 où il fallait réserver les places à 3 h du matin. Nous avons traversé toutes ces difficultés et qu'aujourd'hui quelqu'un vienne vous faire comprendre que ce n'est pas un problème de compétence mais un problème d'âge parce que lui, il estime que vous êtes jeune. Alors que le recrutement était prévu pour 45 ans, je crois bien. Et quelqu'un estime que vous avez 7 ans de plus que la borne inférieure, vous êtes trop jeune. J'ai pris ça vraiment très mal et je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pardonné à ces enseignants. La suite de cette promenade va se dérouler où? Je pense que là, nous irons à Simalema. D'accord. Allons-y. Direction Simalène, une bourgade au sud-ouest de Yaoundé, très connue depuis qu'un aéroport international y a ouvert ses portes en 1991. Alors, c'est ici que je me cache, c'est ici de chez moi. Vous êtes en chantier? Oui, je suis en chantier. J'essaie de faire quelque chose pour les enfants, quand il y en aura. Ah, il n'y en a pas encore? Pas encore. Vous avez quelqu'un dans votre vie?
C'est encore, je dirais, c'est en construction. C'est-à-dire que... Comment vous gérez les nuits froides de Yaoundé? Je pense que ce qui meuble mes nuits jusqu'à présent, c'est la recherche. Je passe le temps à travailler parce que je me dis, le jour où ça va être concret, il faudrait que je sois bien avancé déjà parce que c'est une tâche assez énorme également, être chef de famille. Mais quand vous dites que quelqu'un dans votre vie c'est en construction, ça veut dire quoi concrètement? Oui, ça veut dire qu'on est en train de voir des possibilités pour que ça se concrétise. Donc, on ne peut pas... Donc pour le moment, vous êtes seul? Je ne dirais pas que je suis seul. Vous diriez quoi? Je dirais que je suis célibataire, mais pas encore à la prendre. D'accord, ok. Donc, on essaye de voir les possibilités, on essaye de voir dans quelle mesure est-ce que les choses peuvent être concrétisées et que justement, je pense que c'est l'un des pans de la vie qu'il faut combler lorsqu'on a déjà fait tout ce parcours et tout ce travail que j'ai fait. C'est vrai que je n'estime pas que c'est beaucoup aujourd'hui, mais je pense que pour la suite du chemin, il faudrait bien qu'il y ait quand même quelqu'un à côté. Un message pour elle? Je ne sais pas si j'ai vraiment un message, mais je dirais juste que, je sais pas, je dirais juste, c'est assez compliqué, Et je dirais juste que que les choses se fassent comme ça doit se faire, pas de pression, et que tout se passe normalement, c'est tout. C'est parce que vous recherchez un environnement propice au travail, à la recherche, que vous êtes venu vous installer ici, au bout du monde? Oui, bien évidemment. Cet endroit a une particularité, c'est son calme. C'est-à-dire qu'ici, on est retiré de tout bruit, de voitures et tout ce qui peut gêner un peu la réflexion. Tout ce qu'on a, c'est le bruit des oiseaux qui est un peu inspirant également. Donc, je me plais bien à rester ici. Et ça fait un peu comme dans une campagne. Vous dites que vous êtes retiré, mais cela n'a pas empêché qu'on vous retrouve, qu'on vous cambriole, qu'on mette votre appartement à sac? Oui, c'est une histoire qui date. De combien d'années? Depuis 2017. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, le problème qui se pose est simple, c'est que lorsqu'on a une bouche qui est assez ouverte comme la mienne, et des gens aussi durs, comme on le dit, généralement, on ne peut pas se cacher. On finira toujours par vous retrouver. Et du coup, depuis 2017, lorsque j'avais commencé à parler des questions de couverture santé universelle en expliquant justement que le projet en cours était un projet qui est mon né. À partir de ce moment, j'avais commencé à recevoir des menaces de mort de manière anonyme et des gens qui m'écrivaient pour dire qu'il fallait que je me taise parce que ça ne me concerne pas, que c'est un projet gouvernemental. Bon, je ne savais pas que entre le gouvernement et le Cameroun, c'était deux choses différentes. Donc finalement, j'ai reçu des menaces de mort plusieurs fois. Et il y a même une fois, j'étais pas encore ici, j'habitais encore de l'autre côté vers Soie, là où il y a l'université. Et j'ai été attaqué physiquement une soirée. J'étais en train de rentrer à la maison, c'est-à-dire j'avais reçu les ultimatums toute la journée en disant avant que la nuit ne tombe, on va vous montrer que on a la capacité de vous faire taire. Et j'ai été attaqué physiquement en rentrant à la maison. J'ai vu ma voiture qui a été caillassée. Et après ça, donc, je suis venu m'installer ici. Je continue mon travail malgré tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, pour revenir à la petite histoire d'ici, juste après l'audit à la Chambre des comptes, je ne sais pas comment certaines personnes ont su, mais vous savez que l'information circule. Donc, j'ai vu ma maison cambriolée et tout a été saccagé. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Je ne sais pas, mais lorsque je regarde ce qui a disparu, je me rends effectivement compte que c'était bien ciblé parce que tout ce qui a disparu, c'était ordinateur portable, disque dur, externe,
clé USB, en fait tout ce qui peut avoir des stockages de données et d'informations, c'est tout ce qui a disparu. J'avais de belles choses dans la maison, rien de tout ça n'a été touché, ce qui prouve exactement que c'était bien ciblé en fait. Donc on continue à faire le travail et comme je disais, tant que la flamme du Cameroun va brûler en moi, je ne vais pas me taire. Que pense votre famille du fait que vous ayez une croix dans le dos? Plusieurs ont pensé que je devrais certainement m'arrêter. Ou partir au Canada? Pas vraiment parti parce que je crois que nous sommes dans une famille où nous aimons être tous ensemble en fait. Cette chaleur-là, nous l'aimons beaucoup, être tous ensemble. Donc ça veut dire que si aujourd'hui je me retrouve en train de partir, ce sera assez compliqué pour plusieurs et surtout pour moi également. Donc du coup, ils pensent plutôt, de temps en temps, ils pensent à ce que je puisse modérer ou alors que je puisse me consacrer uniquement à mes petites activités et utiliser les petits revenus que j'ai. Ça, c'est trop vous demander, hein? Oui, je pense que c'est trop me demander. Je pense que l'amour que j'ai pour mon pays ne me permet pas de me limiter à si peu. Jusqu'à présent, même, je pense que je ne suis pas utilisé à 10%. Donc, je pense que je n'ai pas encore véritablement atteint la vitesse de croisière pour faire ce que je dois faire pour mon pays. Vous voulez que je vous montre quelque chose? Oui, bien évidemment. Bien, Albert, ça a toujours été quelqu'un de très courageux, très déterminé, qui a des grandes idées et lorsqu'il a une idée, il n'abandonne pas, malgré les frustrations ou alors malgré les difficultés. Il fonce toujours et il finit toujours par atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui n'a pas des ambitions au rabais. Il voit toujours plus grand, il regarde toujours des grandes choses. C'est quelqu'un qui est très doué et je pense qu'il est promis à un très bel avenir en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi en tant qu'économiste de la santé où il rayonne très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, Albert, il fait la fierté de toute notre famille. Et nous ne pouvons que dire à Albert d'aller de l'avant, nous ne pouvons que le bénir et surtout lui apporter ce soutien dont il a besoin de temps en temps, parce que c'est aussi un homme, il n'est pas seulement courageux, il n'est pas seulement fort, mais de temps en temps aussi, il a ces petits moments entre guillemets de faiblesse et nous qui sommes sa famille, nous sommes là pour le soutenir, nous sommes là pour le remonter. Parce que nous savons que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et si Dieu le veut, c'est quelqu'un qui pourra apporter beaucoup à ce pays. Je suis toujours très ému. En fait, il n'est pas seulement mon frère aîné. Il n'est pas seulement mon frère aîné, c'est celui qui m'a donné l'amour de la recherche. Celui qui a été mon tout premier enseignant de recherche et qui m'a donné des éléments pour que je puisse aujourd'hui être ce que je suis. Je lui serai toujours reconnaissant. Pour moi, c'est un père, c'est un enseignant, c'est tout. C'est quelqu'un que je n'ai pas de mots pour décrire ce qu'il est. Je vous sens très ému. Donc, il m'a beaucoup encadré jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez les difficultés qu'on a connues dans la famille et autres, celles que nous sommes en train de passer actuellement. C'est trop fort, je peux l'assurer. Mais bon, je pense que ces encouragements et puis tout ce qu'il a apporté pour moi aujourd'hui, je dois beaucoup plus capitaliser ça pour aller de l'avant. Et si possible, former également nos enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'enfants déjà dans la famille. Et je me réjouis que plusieurs d'entre eux, lorsque je passe à la télé, soient là
pour écouter. Et lorsque je finis, nous avons des séances de débat en famille pour essayer de discuter. Donc c'est aussi ça mon rôle, de retransmettre ce que lui m'a donné à ses plus jeunes pour que cela soit effectivement de génération en génération. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'avoir l'opportunité justement de trouver des financements que je veux pour construire le laboratoire de l'Institut de recherche pour la santé et le développement dont je suis fondateur depuis 14 ans aujourd'hui. C'est un projet qui me tient à cœur et selon moi, je pense que ça pourra révolutionner beaucoup de choses dans le domaine de la santé au Cameroun et en Afrique. Donc, je continue à me battre parce que ça fait 14 ans que nous essayons, mes amis et moi, et toute ma petite équipe, de financer les activités de nos propres poches. Et nous espérons que finalement notre plaidoyer qui vise à créer un regain et un espoir pour le futur dans le domaine de la recherche, que cela puisse être effectif et que nous puissions donc faire ce qu'il faut, c'est-à-dire que mettre en place une institution comme celle-là qui va effectivement s'occuper des questions de santé. Et c'est pourquoi, si possible, que le domaine de la recherche et le domaine de la santé soient beaucoup plus prioritaires que le football aujourd'hui. Donc, je pense que nous allons continuer dans ce sens et que véritablement nous puissions aboutir à un résultat probant. Bon courage, Dr Albezé. Merci. Merci de nous avoir amenés en promenade avec vous. C'est moi qui vous remercie. C'était une belle expérience. Tenez bon. Merci. Au revoir. Cette promenade avec le Dr Albezé est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain sur la même chaîne, à la même heure, pour une nouvelle expérience télévisuelle qui vous fera évidemment aimer la télé. Salut. Ce programme vous a été proposé avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale.